Emmanuel Micot du CHU de Caen qui va exposer une innovation pour l'implantation cochléaire mini-invasive. Emmanuel, Bonjour, c'est à vous. vous m'entendez? Vous m'entendez? On vous entend. Ok, très bien, je vous remercie. Cher modérateur, chers membres du jury, je vous remercie de me permettre de vous présenter ce projet de recherche que j'ai maintenant depuis 7 ans et que je vais essayer de vous résumer en 8 minutes sur une innovation pour l'implantation cochléaire mini-invasive. Lorsque on veut réaliser une implantation cochléaire, on est obligé de passer entre le nerf facial et le conduit auditif externe. Vous voyez en gris ici et en jaune en dessous le nerf facial pour atteindre la cochlée 3 cm plus loin dans l'os temporal. Cet accès doit être fait par une mastoïdectomie, donc un fraisage de l'os temporal pour atteindre la cochlée. L'implantation cochléaire mini-invasive a un nouveau concept. Ce concept est de créer un tunnel de 2 mm pour permettre d'accéder à la cochlée programmée informatiquement dans un axe optimal dans l'axe optimal du premier tour de cochlée. Et donc, cet axe optimal est dit achromatique potentiellement et donc permettrait de conserver une audition résiduelle. La précision nécessaire doit être inférieure à 0,5 mm entre l'axe percé et l'axe planifié. J'ai commencé ce sujet en fait en 2015 lors de ma première année d'internat où je me suis passionné par deux technologies, l'impression 3D chirurgicale qui principalement la guide de coupe mandibulaire pour la reconstruction et aussi les robots pour l'implantation cochléaire mini-invasive qui a été développé dans différents pays. Et j'ai eu une idée innovante à l'époque et je me suis dit pourquoi pas créer un guide personnalisé programmé informatiquement qui permettrait de réaliser cette implantation mini-invasive. J'en ai parlé avec professeur Moreau et professeur Itier de mon service, des otologistes et anatomistes qui m'ont encouragé dans mes recherches et qui m'ont encouragé à le faire avec le laboratoire d'anatomie de Caen, où du coup j'ai pu avoir une année recherche, une bourse d'année recherche et faire mon master 2 sciences chirurgicales 3R à Paris-Créteil en 2007. Là, j'ai créé le premier guide, en fait, qui était la première version, le guide alpha que j'appelle. Tout d'abord, j'ai appris à segmenter sur des logiciels open source où je me suis auto-formé. De même pour l'ingénierie en conception assistée par ordinateur, j'ai utilisé SpaceLam, un logiciel de CAO d'ingénieur que j'ai adapté pour la médecine. Et j'ai créé le premier guide, qui est un guide imprimé en résine. J'ai fait plusieurs essais. J'ai pris la résine tout simplement parce que je pouvais l'imprimer en ligne sur Sculpteo et je n'avais pas d'imprimante aussi précise à l'époque. Et donc, le premier essai a été fait sur 6 os temporaux avec une précision entre l'axe percé et l'axe planifié de 0,8 plus ou moins 0,5 mm. C'était encourageant. J'ai continué donc pour faire le guide bêta. J'ai réfléchi pendant 2 ans, pendant mon internat, à comment faire un guide mieux, qui serait plus précis. En 2020, on a eu la chance d'obtenir une subvention de la Ligue contre le cancer pour d'autres projets que j'ai en impression 3D, en chirurgie ORL. Et du coup, j'ai obtenu une bourse pour une imprimante 3D chirurgicale, la forme 3B, qui est à côté de notre bloc, et du coup, qui permet de faire des guides chirurgicaux beaucoup plus précis en résine et surtout de l'avoir à disposition, donc d'en tester plusieurs. Donc, j'ai créé ce guide bêta où il y a toujours l'axe de perçage, il y a un axe pour la tubulure pour irriguer, et surtout, en fait, ce guide est vraiment innovant sur le fait qu'il s'applique, c'est toujours des caractéristiques communes, c'est-à-dire que mécaniquement, j'ai cherché les 3 plans de l'espace de l'anatomie de l'os temporal pour permettre le maintien en fait, de ce guide et que ce soit un maintien toujours constant, peu importe l'anatomie du patient. On fait la soustraction numérique du patient sur le guide, mais l'endroit où ça s'applique, c'est toujours le même, c'est des caractéristiques qui sont propres au guide. Et donc, l'objectif principal, j'ai pu du coup faire ce guide sur 10 os temporaux et l'objectif principal était d'avoir une distance moyenne inférieure à 0,5 mm entre l'axe percé et l'axe planifié. Les objectifs secondaires étaient la durée opératoire et la distance de l'axe percé avec les différents éléments qui étaient importants lors de cette chirurgie.
Ici, vous pouvez voir du coup un scanner post-opératoire du canal fraisé qui va jusqu'à la cochlée, qui est la petite relette C. On voit qu'elle est pile parfaitement dans l'axe et passe entre le nerf facial et le conduit auditif externe, en sachant qu'il y a 2,5-3 mm entre les deux. Vous voyez à droite une comparaison des axes percés et l'axe planifié vert et rouge pour pouvoir, c'était une fusion pré- et post-opératoire, pour pouvoir voir au niveau de la cible cochléaire cette précision. Sur les résultats, sur les 10 os temporaux, j'avais une moyenne de 0,6 plus ou moins 0,35 mm de précision, donc qui était encourageant, mais encore pas suffisant par rapport au 0,5. Le temps opératoire était de 40 minutes, plus ou moins 8 minutes entre l'incision et la cochléostomie, donc beaucoup moins que les robots actuellement. Et il y a eu 3 rochers qui étaient supérieurs, fraisage qui était supérieur à 1,5 mm, à 0,5 mm, et surtout le premier qui était de 1,5 mm parce qu'il y a eu une erreur en fait lors du guide de fraisage et du coup le protocole je l'ai amélioré et les autres étaient beaucoup plus précis. J'ai présenté ce projet à mon mémoire de DES et lorsque j'ai discuté avec les professeurs qui posent des implants cochléaires, je me suis rendu compte que le principe clinique fondamental, en fait, c'était l'axe au niveau de la cochléostomie. C'était lui qui était primordial. La tympanotomie postérieure, la mastoïdectomie, n'était pas si difficile à faire pour un chirurgien otologiste et donc qu'il fallait plutôt se concentrer là-dessus pour éliminer les risques pour le nerf facial. Donc, j'ai créé un guide Oméga donc, ce guide-là, lui, il est en cours. J'ai encore 10 os temporaux à faire. Je vous présente la chirurgie sur le premier que j'ai fait il y a encore une semaine, en fait. Et donc, l'incision, elle est rétro-auriculaire comme pour l'implant cochléaire. On réalise un ruginage en fait de l'os temporal pour enlever tous les tissus, vraiment pour éviter que le guide ne s'applique pas. On applique le guide sur l'os temporal, c'est un guide fantôme en fait qui permet de délimiter la zone de fraisage et donc de réaliser la tympanotomie postérieure pour ensuite l'implantation cochléaire et surtout d'appliquer le nouveau guide qui lui est avec l'axe de fraisage pour vraiment fraiser au niveau de la cochléostomie avec un contrôle visuel au niveau du nerf facial et de la cochléostomie. Donc, tout ce projet a duré 7 ans, en partie parce qu'il y avait un projet de brevet que j'avais en tête et du coup, dans le secret, c'était plus compliqué en fait d'évoluer, je me suis rendu compte. Surtout initialement, on s'était renseigné avec le professeur Etier auprès du CHU de Caen, mais qui n'avait pas de structure pour l'API. Donc, je me suis renseigné pendant mon Master 2 auprès de cabinets de brevets où on a réfléchi sur l'inventivité qui semblait bonne. Le CHU de Caen a changé de direction et est devenu beaucoup plus centré sur l'innovation et donc ils ont été séduits par mon projet. J'ai pu passer en comité de Normandie Valorisation qui est la SAT normande et donc on a pu obtenir on a rédigé le brevet avec un cabinet Ecosa à Paris. C'était passionnant. On a repris tous mes projets, tous mes écrits pour en créer l'écriture d'un brevet. Et on a eu récemment le rapport de l'Office européen qui était assez vraiment favorable sur cela. Il y a les corrections, comme vous devez connaître sur les brevets, puis une demande de PCT, mais en tout cas, il est protégé car je peux enfin en parler. Et ce qui est aussi une frustration car je n'ai pas pu participer au concours d'Académie de chirurgie lors de mon Master 2, ni au concours du DES parce que tout était secret. Et donc, l'objectif en 2022, c'est une valorisation avec des industriels, un marquage CE et une étude clinique au CHU de Caen. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, je vous présente l'ensemble de l'équipe qui m'a soutenu en fait sur ce projet qui a été long. Et j'ai permis de mettre le logo du Surge Lab. C'est un autre sujet, mais c'est une start-up que j'ai cofondée avec 3 amis ingénieurs cette année sur la modélisation et l'explication patient 3D avec l'impression 3D et sur des modèles de simulation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci, Emmanuel. Bravo. Voilà une affaire bien menée. On a l'impression de linéarité et on comprend parfaitement votre frustration de ne jamais avoir pu valoriser votre réflexion.
auprès de vos confrères. J'ai une petite question là, comme ça, on parle beaucoup chez les enfants d'implants cochléaires pour récupérer une audition. Est-ce que votre guide serait utile dans cette situation, d'une part, et est-ce que cela remplacerait complètement le robot qui est utilisé par un certain nombre de CHU aujourd'hui? Alors, pour l'enfant, j'espère que ça s'adaptera parce que sur le plan, comme je disais, le support, la base d'implantation est la même en fait chez les enfants. Après, c'est beaucoup plus petit, mais le dernier guide là, que je vous ai présenté, en fait, c'était sur l'anatomie d'un patient qui avait vraiment un tout petit os temporal. J'ai dû réduire par 2 ou 3 la taille par rapport à d'habitude et ça a fonctionné. Donc, j'espère. Après, ça sera une étape en plus de l'adapter chez l'enfant. Et remplacer les robots, bah, je ne suis pas prétentieux, mais en tout cas, je pense que ça peut être soit un complément robot. Eux, ils sont obligés d'avoir un scanner pendant leur opération pour pouvoir prédire en fait cet axe avec un cadre stéréotaxique. D'autres ont besoin d'une neuronavigation très précise qui met du temps à être mise en place. Donc, c'est vrai que c'est un peu un petit micro cadre stéréotaxique de céphalique, on peut dire, en tout cas pour l'implant cochléaire. Y a-t-il des questions dans la salle? Moi, j'ai une question. Je voulais vous demander si vous connaissiez un petit robot qui permet d'insérer comment dirais-je, l'implant dans la cochlée d'une façon quasiment automatique une fois qu'il est arrivé à l'extrémité de la cochlée. Oui, le robot Hiro donc, qui a été développé. Qui nous avait montré ça avec, c'est le représentant ou le directeur, je ne sais plus. Avec Olivier Sterckers et André Chess, on avait fait une très bonne session sur ce sujet. Vous les connaissez? Oui, oui, il y a le Robotol d'Olivier Sterckers qui lui est plutôt sur pour l'instant la vitesse d'insertion et puis ils sont en train de travailler sur l'axe du coup avec une neuronavigation. Et puis il y a le robot de Medel avec une société suisse qui fait, oui, lui, tout en autonomie, qui vient de réaliser là à Montpellier. Effectivement, il y a ces robots-là. Après, voilà, soit un complément, soit ça peut être on est dans la personnalisation actuellement. Imprimer le guide est vraiment pas cher. Tout se fait en pré avec le scanner préopératoire qui est déjà existant. Donc ça peut être une solution alternative. Pour vous, justement, c'est une alternative ou un complément? Bah, ça peut être le deux. Après, pour l'instant, comme je vous dis, on vient juste d'avoir le brevet. Donc après, sur la valorisation, ça dépendra avec qui veut travailler, qui cela intéresse et qui veut travailler avec nous sur ce guide, quoi. Quel industriel. Oui, ben, félicitations. Enfin, d'abord, la ténacité est un résultat assez formidable et on sait que déjà l'utilisation des guides pour faire la cochléostomie et d'arriver jusqu'au site, c'est déjà formidable avec une précision comme ça. Après, il faut passer le cathéter, l'électrode, etc. Est-ce que ça fait partie aussi, est-ce que la conception ou la réflexion que vous avez est celle de faire ce trajet, hein, c'est cette première partie, ou est-ce que vous avez un plan pour après on sait que l'implémentation d'électrodes correctes, c'est aussi un des points excessivement importants pour les résultats auditifs. C'est pas, voilà. Oui, effectivement. Alors, la SAT, je n'ai pas le droit de trop communiquer en complément par rapport au brevet, mais en tout cas, oui, il y a tout un projet à suite derrière de développer. Voilà, c'est modulable en fait à souhait. Donc on peut avoir des compléments pour voilà, adapter. Là, le défi technique principal, c'était cet axe. Et du coup, maintenant, une fois qu'on l'a, le reste me paraît plus simple, quoi. Très bien.